Ok, bon, bonjour Georges et bonjour à tous. On est aujourd'hui avec Georges Haddad qui on va commencer à voir ces entretiens qu'on a dans notre newsletter en vidéo pour avoir un format plus sympa, plus direct. Et en plus, avec Georges, qu'on aime bien bavarder, on a pensé aussi que ça serait plus sympa de voir la nature de la conversation plus que simplement un texte. Alors, il ne faut pas beaucoup de présentations à Georges, simplement pour dire quelques lignes de lui qu'il pourra complémenter. Mais Georges, il a été président de la Sorbonne à deux fois, que c'est quelque chose que je crois que c'est l'unique personne, si je ne me Oui, trompe pas, qu'il était président de la Sorbonne deux fois. Il a travaillé aussi à l'UNESCO en tant que responsable des perspectives en éducation et il a fait des mathématiques. Il était un docteur en mathématiques, il est prof en mathématiques, docteur en mathématiques, mais je trouve, et un peu son parcours professionnel part de ça, que Georges est plutôt un humaniste. On ne pourra pas le définir comme un mathématicien, même s'il est un très bon mathématicien, mais c'est quelqu'un son savoir va au-delà des mathématiques. Il a écrit énormément d'éducation, il a dirigé une université et je crois qu'il sent un passion pour tout ce qui concerne l'être humain, on pourrait dire. bien sûr, Ignacy, et je te remercie de ces aimables paroles. Moi, je prétends qu'on peut être mathématicien et humaniste, Mhm, hein. Comme on le sait, et j'ai beaucoup écrit sur ce point, les mathématiques sont une pensée avant d'être une discipline et avant d'être un outil, hein. Être un mathématicien, c'est penser le monde. mhm, Et donc, pour penser le monde, il faut avoir une dimension humaniste, quelque part. Et comme disait un grand mathématicien de mes amis, qui s'appelait Michael Attia, quand on lui demandait quelle est la chose la plus importante pour un mathématicien, de son niveau, hein, c'est le plus haut niveau qu'on puisse imaginer, il dit, il faut rêver. Il faut mhm. rêver. Et il rajoute, sans le rêve, il n'y a ni art, ni science, ni mathématiques, ni vie. Et donc voilà, je crois que c'est ça. Il résume bien la grande aventure humaine. Elle est faite de production intellectuelle, elle est faite de travail, de service à tous les niveaux, mais elle est dirigée par le rêve qui nous sort de la quotidienneté, de la matérialité et qui fait de nous des citoyens responsables, donc je l'espère humanistes. En plus, non, parfois on parle des mathématiques comme ces sciences qui permettent de lier le monde matériel avec le monde physique. Non? C'est pour ça aussi que… Oui, bien sûr, mais c'est réducteur parce que les mathématiques, bien sûr, c'est une discipline, ce sont des techniques, ce sont des résultats, ce sont des algorithmes en particulier qui permettent de lier le monde matériel avec le monde dans toute sa dimension, sociale, économique, industrielle, etc. Mais le but du mathématicien, ce n'est pas simplement de résoudre des problèmes. Et comme disait un grand mathématicien du 19e siècle, le but d'un scientifique et surtout d'un mathématicien, il s'appelait Jacobi, hein, est de servir l'honneur de l'esprit humain. Servir l'honneur de l'esprit humain. Et il rajoute cette belle phrase en disant que, en écrivant plutôt, parce qu'il écrivait à un mathématicien français qui s'appelait Legendre, et dans une question de nombre, c'est-à-dire dans une petite question mathématique, il y a tout l'esprit des mathématiques, hein. Une question de nombre vaut autant qu'une question du système du monde. C'est ça qui est beau en mathématiques. C'est qu'il n'y a pas d'échelle. Et toujours, la pensée est là. La créativité, l'imagination, la rigueur aussi, bien sûr. Et le miracle des mathématiques, c'est que cette pensée devient un langage, devient une discipline et donne des outils qui permettent de comprendre, d'essayer de comprendre le monde. Tout à fait. On est déjà en plein sujet de ce qu'on voulait traiter, que c'était l'éducation. On parle souvent de l'éducation comme ses droits à l'avenir, non? Et l'avenir, c'est un sujet qui inquiète, non? On est dans un contexte bouleversant. Alors, Georges, tu as réfléchi beaucoup à l'éducation à l'avenir et dans ces contextes, à quoi on doit répondre l'éducation aujourd'hui? Alors, là aussi, ta question est difficile parce que éducation, ça veut dire beaucoup de choses.
il y a l'instruction, il y a l'éducation formelle, organisée, hein, ce qu'on pourrait appeler l'instruction, hein, l'enseignement, l'instruction, à partir de l'école primaire et même avant jusqu'à l'université. Et l'éducation, c'est conduire, ça veut dire conduire vers le savoir et la connaissance. Et l'éducation ne se limite pas à l'instruction. C'est tout au long de la vie qu'on s'éduque. C'est tout au long de la vie qu'on apprend. Donc, il faut se poser la question dans les différents domaines. Et aujourd'hui, je trouve que l'être humain a à la fois une chance inouïe, c'est qu'il peut accéder à des savoirs qui lui étaient interdits dans les décennies précédentes grâce à Internet, etc. Mais en même temps, il y a un risque fondamental, c'est que ces savoirs ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faut savoir. Et donc, il faut développer le sens critique. C'est ça qui est le plus important. Moi, je trouve que dans l'éducation, le premier enjeu, le premier défi, c'est à travers cette acquisition des savoirs, des savoir-faire, etc., développer en même temps le sens critique qui nous donne cette liberté de penser et qui fait de nous des êtres actifs par rapport au savoir et non passifs. Or, aujourd'hui, le danger, c'est cette passivité par rapport à un savoir qui est partout, à tout moment, et pour tous. Et des gens, parfois, se laissent avoir, malheureusement, à des savoirs qui ne sont pas les bons savoirs. Dans ce cadre, c'est intéressant de voir que les instruments internationaux, ils ont toujours mis comme but le droit à l'éducation, le libre développement de la personnalité, compris comme Bien sûr. les libres développement de la personne. Mais parfois, on s'interroge, non? Est-ce qu'ils sont toujours pertinents, les instruments internationaux? Et je sais que tu as fait ce travail au sein de l'UNESCO, ce document qui s'appelle Repenser l'éducation. Oui. Alors, est-ce que tu penses qu'il faudrait repenser les instruments internationaux en droit de l'homme ou les piliers et l'essence du droit à l'éducation qui sont là sont toujours valides pour voir regarder l'avenir? Alors, Ignacy, moi je pense que les 4 piliers du rapport Delors, hein, Jacques Mhm, Delors sur l'éducation, un trésor est caché dedans, sont toujours valides, hein. mhm, Apprendre à être, bien sûr, c'est ce que je viens de dire, être soi-même, mhm, qui suis-je, comment je me situe par rapport à la grande aventure humaine, la grande aventure du savoir et du vivre et du vivre. Deuxième pilier qui est apprendre à apprendre. Là aussi, c'est très important. Apprendre à apprendre, c'est-à-dire à ne pas être passif par mhm, rapport au savoir et aller vers le savoir dans une dimension proactive, hein. Apprendre à faire aussi. Il est important que le savoir nous aide à trouver notre place dans la société, hein. Il faut travailler, il faut contribuer à la grande aventure de l'industrie, de l'économie, etc. Et l'économie, ce n'est pas un vilain mot, hein, parce que mhm, étymologiquement, économie vient du grec oikonomia, ça veut dire gérer la famille, mhm, gérer le foyer. Donc c'est noble. L'économie est quelque chose de noble. On est en train d'en faire quelque chose de beaucoup moins noble avec cette finance internationale qui écrase tout, etc. Mais c'est pas vrai. L'économie, c'est une science humaine fondamentale. mhm. Et ensuite, apprendre à vivre ensemble. Ça aussi. Je crois que ces 4 piliers resteront essentiels pour des siècles encore. Mais Mhm. quelle est la nouvelle donnée? Et j'en ai un peu parlé aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de capacité d'agir pour savoir. Ça ne se limite pas à l'école, ça ne se limite pas à l'environnement, etc. Et aujourd'hui, grâce aux technologies, on peut aller chercher le savoir. On doit aller chercher le savoir. On ne doit pas rester passif. Mais en même temps, il faut savoir critiquer ce qu'on nous met sur l'écran quand cela n'est pas bon, quand cela est dangereux. Mais moi, je suis pour une liberté de l'éducation, hein. Éducation va avec liberté. Ça ne va pas avec les contraintes. Mhm. Il faut que l'éducation soit libre. Mhm. Et j'aimerais parler un peu sur une institution que peut-être aujourd'hui, plus que jamais, on se pose la question de à quoi doit servir, non? Que c'est l'institution de l'école.
Et là, peut-être ça serait intéressant de faire un exercice un peu psychanalytique, de dire, tu as perçu l'école comme élève, non, dans l'éducation nationale bien sûr. française, puis comme père, comme prof et aussi comme président de la Sorbonne. Alors, parle-nous un peu de ces parcours, de comment est-ce que tu as visualisé l'école et aujourd'hui, pour toi, à nouveau, à quoi ça doit répondre, non? À quoi ça sert l'école aujourd'hui? Bah, moi, je trouve que le rôle de l'école, c'est euh, quelque chose de très particulier, c'est d'apprendre ensemble. Parce que tu sais qu'à une certaine époque, dans les familles nobles, ils avaient des tuteurs et des répétiteurs Mmh. et ils apprenaient seuls, avec les tuteurs ou les frères, etc. Le vivre ensemble, ça apprend à l'école, dans la diversité culturelle, dans la diversité religieuse, dans toutes sortes de diversités qui te permettent de comprendre qui tu es et avec qui tu vas vivre. C'est important. Le monde aujourd'hui se mondialise à une vitesse incroyable. Il y a même des dangers à cette mondialisation, Mmh. on en a beaucoup parlé, des dangers à cette mondialisation, mais il faut en être conscient. Et aller à l'école, c'est déjà comprendre les défis de notre société. Avant, dans les classes, dans les villages et tout, on se retrouvait dans des milieux équivalents entre enfants d'un même village, de mêmes conditions, etc. Et aujourd'hui, l'école nous permet de découvrir la diversité et la Mmh. complexité du monde dans lequel nous allons vivre. Alors, au niveau des programmes, bien sûr, les choses ont changé, hein, puisque on a acquis de nouvelles connaissances qu'il faut transmettre. Mais en même temps, je trouve que l'école aujourd'hui, je vais te le dire avec sincérité euh, et avec une certaine souffrance, je le dis clairement, euh, je trouve qu'elle devient violente. Il y a ce que je qualifie de violence éducative. Pourquoi? Parce que les enfants, surtout pour les enfants, on les met très vite dans un esprit de compétition, de compétitivité, de sélection. Et souvent, les mathématiques sont utilisées pour cela, ce qui me désole, parce que les mathématiques, c'est un humanisme, c'est une pensée, ça doit nous libérer. Bon, tout le monde n'est pas fort en mathématiques, forcément, il y Mmh. a d'autres disciplines tout aussi importantes. Moi, j'étais une des victimes des mathématiques, par exemple. C'est pas grave, mais regarde, tu es un garçon d'une extrême intelligence, d'une extrême sensibilité, chacun sa Mmh. voie. Mmh. Certains C'est sont clair. faits pour courir, d'autres sont faits pour nager, d'autres sont faits plutôt pour dormir, d'autres sont faits pour agir, d'autres sont faits pour rêver. Et c'est ça, l'aventure Mmh. humaine. La beauté de l'aventure humaine, elle est dans la diversité. Alors, je voudrais revenir sur cette violence éducative parce que elle est caractérisée déjà par quelque chose que je n'aime pas beaucoup dans le monde universitaire, c'est les classements. Tu sais, tu as entendu parler des classements de Mmh. Shanghai, mais qu'est-ce que veut dire de classer les universités par rapport à quoi? Le nombre de prix Nobel? Le nombre de médailles Fields pour les mathématiques? Mmh. Le nombre de débouchés dans l'industrie? Le nombre... Mais non, l'université, son rôle, comme l'école, c'est d'émanciper, c'est de libérer. Et les gens se libèrent progressivement hein, dans leur vie d'adultes, de jeunes adultes, d'adultes confirmés, et puis plus tard. Mmh. Et je trouve que cela ne s'évalue pas. Ça ne peut pas se noter, cela. Et là, on a atteint le sommet, je dis bien le sommet de l'aberration. Classer les universités. Ça n'a aucun sens. Ouais. Et comme je le disais lors d'une des deux conférences mondiales que j'avais organisées au nom de l'UNESCO, hein, tu te rappelles, la Mmh. deuxième, je crois Bien que tu sûr, y ouais, ouais. étais, on me posait la question en disant quelle est la meilleure université pour vous? Bon, alors j'avais deux collègues qui étaient à mes côtés, un de la Banque mondiale et l'autre de l'OCDE. Je raconte cette anecdote réelle. Et le collègue de la Banque mondiale dit pour moi, je vais faire un parallèle footballistique. C'est le Football Club de Barcelone. Mmh. Alors, pourquoi? Ben, il dit l'université qui ressemblerait au Football Club de Barcelone serait la meilleure université du monde. Alors pourquoi? Parce qu'elle a les meilleurs joueurs, parce qu'elle a beaucoup d'argent, parce qu'elle gagne beaucoup de titres. Bon.
L'autre, qui était plutôt anglo-saxon, il a dit, moi, c'est Manchester United, mon parallèle. Donc, une université qui ressemblerait à Manchester United, c'est la grande université modèle, avec, alors pourquoi? Même raison, beaucoup d'argent, beaucoup de bons joueurs, beaucoup de titres. Et le journaliste qui pose la question se tourne vers moi et il me dit, et pour vous, monsieur Haddad, quelle est la meilleure université? Alors, quel serait le type de la meilleure université? Et j'ai dit, vous savez, moi je n'ai pas de type de meilleure université, mais j'aime bien le football club de Cricqueboeuf. Alors là, il y a eu un silence dans la salle. Où est Cricqueboeuf? Qu'est-ce que c'est que ce football club de Cricqueboeuf? Et alors, ça a créé une sorte d'émoi. Personne ne pouvait plus parler après ça. Et le soir, quand je rentre chez moi, tous les journalistes m'ont appelé et ils m'ont dit, mais c'est quoi le sens de votre message? Pourquoi le football club de Cricqueboeuf? C'est où d'abord? Alors, Cricqueboeuf, c'est un petit village en Normandie qui a un football club, hein, qui joue en amateur, hein, et ils m'ont dit, mais pourquoi Cricqueboeuf comme modèle par rapport à Manchester United et Barcelone? J'ai dit, parce que, vous savez, avant de devenir Zidane, il faut apprendre à jouer. Et on apprend à jouer dans ces petits clubs. Messi, Zidane, Ronaldo, ils sont tous passés par ces petits clubs. Et ces petits clubs sont aussi importants que Manchester United et que Barcelone. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Les écoles de village, les écoles dans les cités les plus difficiles, etc., jouent un rôle fondamental. Elles doivent mériter notre soutien, notre respect, et les enseignants méritent notre admiration, parce qu'ils font le travail initial. Et avant de devenir prix Nobel, avant de devenir médaille Fields, ben, il faut avoir appris avec des maîtres et des maîtres de qualité. Et là aussi, c'est une question importante que je voudrais soulever, c'est le rapport au maître. C'est très important. On a Aujourd'hui, besoin. c'est la journée mondiale des maîtres. Ben, je sais. Profitant, ouais, de... Ouais. On a besoin des maîtres. Et je voudrais rendre hommage à tous ces enseignants qui dédient leur vie au plus beau des métiers, transmettre le savoir, préparer les jeunes à l'avenir, leur donner une chance de s'exprimer, de se réaliser. C'est ça l'école. Et ce n'est pas dans les contraintes. L'école publique, elle a joué un rôle important, l'école publique. Mais aujourd'hui, elle a un mal fou à assumer ses missions. Parce que les choses ont changé, le monde a changé. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'action de l'OIDEL, qui est une action fondamentale. Et je tiens à vous rendre hommage. Merci. Alfred Fernandez, qui malheureusement nous a quittés, et toi, Ignacy, qui a pris le relais et qui fait un travail extraordinaire. Je prends l'idée, bon, reprenant aussi l'idée des maîtres, non? Aujourd'hui, on était tous un peu, bon, je crois, choqués, non? Parce que l'UNESCO dit que ça coûte de plus en plus trouver de profs et de les retenir. On pourrait parler de la crise de la transmission, mais je retiens une idée que tu disais que c'était l'école, non? Qu'on a commencé cette réflexion sur l'école comme cet espace où on apprend ensemble. Oui. Et dans les rapports de l'UNESCO Repenser l'éducation, on parle beaucoup de cette idée de l'éducation comme bien commun, qui sont des idées qui vont beaucoup en consonance, non? Apprendre ensemble l'éducation comme bien commun. On a vu récemment que même le secrétaire général des Nations Unies l'utilisait pour faire référence à l'éducation. C'est en plus, c'est une construction qui permet de dépasser des vieilles débats public-privé, qui a le droit, non, c'est l'éducation, c'est quelque chose dont on en bénéficie tous, non? Si quelqu'un en parlait tout à l'heure de la Bretagne, si un enfant reçoit une bonne éducation, c'est quelque chose que tous les villages va s'en Bénéficier. bénéficier. Alors, moi, je trouve, j'aimerais, Georges, dans ces réflexions, si tu peux donner quelques euh, points de qu'est-ce qu'on doit comprendre quand on parle de l'éducation comme bien commun? Et pourquoi cette conception permet de dépasser voilà, ces vieilles débats qui n'ont pas permis avancer comme on devrait? Alors, Ignacy, là aussi, je vais être provocateur. Je suis un vieil homme, je viens de fêter mes 71 ans, mais j'ai encore la force et l'énergie de me battre pour ce qu'est ma vie, c'est-à-dire transmettre le savoir et apprendre. Hein, je suis un étudiant tout au long de ma vie et j'espère
mourir en étudiant. Hein, ça, je le dis clairement. Apprendre tout au long de la vie est un défi. Alors, l'éducation, un bien commun, il faut préciser, tu sais, à l'UNESCO, comme dans ces grandes organisations, il y a des terminologies très générales, où chacun peut mettre ce qu'il veut, hein, le bien commun. Le vrai bien commun, le bien universel, c'est le savoir. Ce n'est pas l'éducation, c'est le savoir. Tous les savoirs essentiels, les vrais savoirs, doivent être disponibles partout, pour tous et à tout moment. Le savoir, c'est notre bien universel. La grande aventure humaine, c'est le savoir. C'est aller vers ce savoir pour découvrir ce monde qui nous a été offert. Hein, qui nous a été offert, alors qu'on croit en Dieu ou non, cela n'a pas vraiment de sens d'en discuter ici, mais notre devoir d'être humain, c'est d'aller vers le savoir pour comprendre le monde dans lequel on est. Et à partir de cette compréhension, d'agir pour le rendre meilleur. Malheureusement, je trouve qu'on n'a pas beaucoup progressé, surtout depuis quelque temps. Hein. On a l'impression que l'être humain oublie et que les générations qui se suivent laissent le passé de côté. C'est pour ça que l'histoire est très importante. L'enseignement de l'histoire est très important, tout autant que les mathématiques, la physique, la philosophie. Mais l'histoire est importante. Et pour moi, le bien commun universel, c'est le savoir. Alors maintenant, l'éducation peut prendre différentes formes. Et moi, ça ne me choque pas. Donc, l'éducation comme un bien commun, le principe éducatif comme un bien commun, oui, mais les formes que doit prendre l'éducation, c'est-à-dire l'instruction, l'école, etc., on peut l'adapter et ça évoluera, forcément. Mais le savoir, lui, s'enrichit et chaque fois qu'il s'enrichit, il enrichit notre trésor humain, c'est-à-dire comprendre le monde dans lequel on est. Alors maintenant, pour les enseignants, quand on dit que ça coûte trop cher, c'est honteux de dire cela. Hein. Les enseignants sont très mal payés dans beaucoup de pays, ils sont très mal payés. Hein, et la vocation est en train de se perdre. Alors, que va-t-on devenir aujourd'hui? Les enseignants seront-ils des robots? Les futurs enseignants seront-ils des robots? Mais les robots, sont-ils capables de faire passer l'émotion? Parce que enseigner, c'est faire passer une émotion aussi. Ce n'est pas donner du savoir, mais faire passer une émotion. La grande émotion d'apprendre, de comprendre, de découvrir. Est-ce que les robots pourront faire passer cette émotion? J'ai une amie qui est une grande spécialiste de l'intelligence artificielle qui a écrit un très beau livre. Elle s'appelle Laurence de Villers. Je vous conseille de le lire. Ça s'appelle Les robots émotionnels. Laurence de Villers, D-E-V-I-2-L-E-R-S, Les robots émotionnels. Et elle, toute spécialiste qu'elle soit dans l'intelligence artificielle, considère que jamais, c'est ce qu'elle dit, hein, un robot ne pourra transmettre l'émotion et avoir les mêmes émotions qu'un être humain. J'espère qu'elle a Oui. raison. J'espère qu'elle a raison. Là, il y a un problème aussi que on parlait des savoirs, on parlait des profs, et là, on remarque un peu qu'il y a un manque de confiance, non? Même dans les savoirs, il y a des États qui ont peur à la liberté de presse. Ils ont peur de savoir qui va construire les savoirs, qui va transmettre les savoirs. Aussi, non, on a perdu la confiance aux profs, on a perdu la confiance aux parents, aux grands-parents, et même à des associations de la société civile qu'auparavant, dans la construction des savoirs et dans la construction de l'éducation, jouaient un rôle important. Non? On peut penser l'important rôle qu'il avait les écoles populaires, qui sont des institutions qu'aujourd'hui semblent, bon, ça nous sent très étrangères, même les églises, on pourrait parler. Et en fait, on constate une manque de confiance parmi la citoyenneté qui a en effet après vers dans les politiques éducatives. On pourrait en parler sur ça, mais plus que approfondir les trous, moi j'aimerais savoir, Georges, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour récupérer ces confiances, ces confiances des citoyens de choisir son propre maître et ces confiances des États de dire, OK, on fait confiance aux professionnels, on fait confiance aux parents. Comment est-ce qu'on peut récupérer la confiance au sein de la communauté éducative? Alors là, tu me poses une question. Si je savais répondre, je crois que je serais très heureux et je serais très heureux de partager cette réponse. Mais il peut y avoir des petites actions.
des petites actions très simples. Valoriser le métier d'enseignant. C'est un métier d'avenir. Moi, je le maintiens. Enseigner est un métier d'avenir. Et donc, il faut restaurer le prestige de l'enseignant et ne pas le considérer comme un fonctionnaire qui n'a pas réussi sa vie. C'est comme devenir prêtre, être un enseignant. C'est donner sa vie à ce qu'on croit le plus. Les prêtres ont été des enseignants merveilleux dans l'histoire, et ils le sont toujours. Hein. Donc voilà, je crois qu'il faut redonner du prestige. Mais le problème, il est d'ordre politique. Il est d'ordre politique, je crois. Parce qu'aujourd'hui, la politique a pris une tournure qui n'est plus du tout dans l'éthique sociale, humaniste. Elle est dans la matérialité, la rationalité de l'élection. Et on voit bien, les hommes politiques disent des choses en lesquelles ils ne croient pas, la plupart, hommes et femmes. Leur seul problème, c'est la réélection et puis être sur place et rester en place. Donc, il y a un problème politique de l'éducation. Et moi, je trouve qu'il faudrait que dans tous les pays, l'éducation se libère de la tutelle des politiciens pour devenir une affaire politique prioritaire partout, avec des enseignants valorisés, des écoles très diversifiées. Moi, je ne suis pas pour l'école unique. Il n'y a pas de modèle unique. Et il y aura de moins en moins de modèles uniques. Mais quand même une école qui réunit les jeunes, qui leur montre le monde dans lequel ils vont vivre, les différences de couleurs, les différences d'origine, les différences de culture, mais l'unicité de l'être humain. Nous sommes uniques, tous, ensemble. Nous sommes tous frères en humanité. Et c'est ça qui est important à l'école. Et essayer aussi de libérer les parents, parce que là aussi, les parents sont les victimes de ce système, de cette violence éducative. Je n'arrête pas de voir des parents me dire « Ah, mon fils a réussi telle université, ça y est, il est sorti d'affaire, il est sauvé. » C'est pas vrai. Son fils ou sa fille va peut-être vivre jusqu'à, je l'espère, 95, 100 ans, et ce n'est pas le diplôme qui fera sa vie à 40 ou 50 ans. C'est sa capacité à apprendre, à découvrir, à partager. Donc, il faut à la fois démystifier l'école, le diplôme, le diplôme, mais donner à l'école cette place essentielle qui est d'être un sanctuaire à tous les niveaux, communautaires. Et je dis bien toutes les écoles, qu'elles soient confessionnelles, qu'elles soient laïques, toutes les écoles méritent le respect. Je veux terminer, Georges, avec on fait un effort à l'OIDEL et nous aussi dans notre conversation parce qu'aujourd'hui, c'est très facile de se laisser tomber dans un toboggan, être pessimiste. Mais je trouve que c'est qu'on est dans les politiques éducatives, c'est qu'on parle d'éducation, on doit toujours regarder l'avenir. L'optimisme, ce n'est pas un exercice fou, non, mais c'est une façon de voir la vie, c'est un exercice de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut attirer de notre réalité? Et je veux terminer avec une question que ce n'est pas facile, mais aucune n'est facile. Il n'y a pas de questions faciles. Aucune des questions n'était facile. Et en quoi, j'aimerais écouter tes réflexions de en quoi cette nouvelle génération est mieux que celle de ses parents. Alors là aussi, c'est une question. Parce que nous, on voit depuis Platon, voilà, cette nouvelle génération, et on passe, et maintenant, on entend aussi, mais ces nouvelles générations, ils sont toujours dans les réseaux sociaux. Mais en quoi on peut trouver une voie d'espoir pour l'avenir de ces nouvelles générations qui viennent? Alors, peut-être qu'elle a un peu plus confiance, c'est parce qu'elle a les moyens d'avoir plus conscience, pardon, confiance et conscience en la réalité du monde. Elle sait aujourd'hui que le progrès ne peut pas continuer n'importe comment, qu'il faut le contrôler. On parle de développement durable, on parle d'environnement. La nouvelle génération hérite de ce qu'on leur a donné, et elle est consciente qu'elle a d'énormes responsabilités par rapport à la planète
d'abord, notre mère nourricière, hein, et on le sait très bien, si ça continue comme ça, c'est la Terre qui va nous rejeter. Hein. Certes, on fait des guerres, on se tue parce que l'homme, visiblement, aime faire la guerre, ou beaucoup d'hommes aiment faire la guerre, ce qui me désespère. Hein. Et je croyais qu'on allait en finir avec les guerres, mais non, il y a toujours les nationalismes, ceci m'appartient, etc. Mais si l'homme continue comme ça, même s'il fait les guerres, il n'arrivera pas à s'éliminer, mais c'est la planète qui va nous rejeter. Et ça, la nouvelle génération l'a compris. La planète, ce n'est pas une mère nourricière qui peut donner son lait à profusion. Elle a ses limites, elle aussi. Il faut la respecter. Et c'est là que la nouvelle génération m'intéresse parce qu'ils ont pris conscience, plus que les parents, plus que nous, les grands-parents, etc., que la Terre, ce n'est pas un bien indéfini. C'est un bien qui est fini et qu'il faut protéger. C'est ça que j'aime dans la nouvelle génération. Mais malgré tout, ce qu'ils ont perdu de l'ancienne génération, c'est le sens de l'humanisme éducatif. On allait à l'école, c'était beau, quand ma mère me parlait de l'école, elle me parlait de ça comme lorsqu'elle allait à l'église ou elle allait prier, c'était des endroits magiques. Aujourd'hui, on va à l'école pour avoir un diplôme et pour essayer d'avoir une place dans la société. Moi, je trouve que c'est trop Parle-nous, réducteur. Georges, un peu aussi pour terminer, parce que des personnes qui vont voir cette vidéo ne connaissent pas, mais l'émotion de ta mère, que comme tu parlais de l'école, moi j'ai entendu que c'est quelque chose qu'on a perdu vis-à-vis de l'école, non? Comme l'école et l'éducation comme ces droits qui permettaient à rêver, non? Et surtout ta Oui. mère qui vivait ça à ton côté. Oui, parce qu'elle était née à une époque critique, elle n'avait pas pu continuer ses études Mhm, pour des raisons politiques, hein, mhm, politiques et dramatiquement politiques, hein, c'était les années 42. Et quand moi je suis arrivé en âge d'aller à l'école, je ne voulais pas aller à l'école. Je n'avais pas envie du tout d'aller à l'école. Bon. Et ma mère a eu une sensibilité, une intelligence, elle s'appelait Odette, hein, je tiens à dire son nom, mhm. euh, et elle a eu une intelligence et une sensibilité extraordinaire. Elle m'a dit, Georges, tu ne vas pas aller à l'école pour toi seulement. Alors je dis, alors pour qui? Elle m'a dit, tu vas aller à l'école pour ta maman. Alors je dis, à l'école pour toi? Je ne comprenais pas. Elle m'a dit, oui. Eh bien, on va faire quelque chose, on va passer un accord. Tout ce que tu vas apprendre chaque jour, tu viendras me le rapporter, me le répéter, et moi, je prendrai des notes. Et je dis, mais pourquoi tu veux faire ça? Elle me dit, parce que grâce à toi et par toi, je veux reprendre mes études. Et elle me sort cette phrase, Georges, je serai ton premier élève. Et ma mère a été mon premier élève. Elle a repris ses études, elle a passé des examens, elle les a réussis. À un moment, elle a arrêté. Et pour ceux qui vont nous écouter, pour les faire rire un peu, pourquoi ai-je fait des maths? Parce que ma mère était plus forte que moi dans toutes les disciplines, sauf une, les mathématiques. Et un jour, elle me dit, oh là, ça commence à devenir difficile, les mathématiques. Et là, je me suis dit, bon, alors je vais faire des mathématiques, comme ça, je vais trouver ma liberté par rapport à ma mère. Mais elle était meilleure que moi dans toutes les disciplines. Donc, les mathématiques m'ont permis de couper le cordon ombilical et de découvrir une discipline extraordinaire. Et je conseillerais beaucoup aux jeunes de ne pas laisser tomber les mathématiques, parce que ça coûte pas cher et ça rapporte beaucoup en termes de savoir et de potentialité. Bon, Georges, je crois qu'avec cette belle histoire, on peut arrêter ces conversations. Je veux te remercier encore une fois et remercier aussi à tous ceux qui vont nous écouter, qui vont, vont réfléchir avec nous sur ces droits, toujours compliqués, mais pas pour, peut-être parce qu'il est compliqué, les beau, que Il c'est est beau parce qu'il est les compliqué. droits à l'éducation. Ben, c'est l'avenir. C'est C'est l'avenir. l'avenir. Ouais. L'éducation, c'est l'avenir. Et je tiens à rendre hommage, une fois encore, à l'OIDEL qui se bat avec courage, à la mémoire d'Alfred Fernandez, hein, qui était mon ami et mon frère, quelque part d'une fraternité absolue, et à toi, Ignacy, parce que tu as eu le courage, la force, la volonté de reprendre le bâton de pèlerin d'Alfred avec tous ceux qui t'entourent. Hein, tu as plein de collègues Tout et à ils fait. méritent d'être connus et respectés. Voilà. Merci, Georges. À bientôt.